Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième chapitre à la découverte des studios Disney. Si vous avez loupé les deux premières vidéos, je vous invite à commencer par celle-ci. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça ne coûte rien, mais au moins vous serez informé. En 1934, malgré le succès de Mickey Mouse et des Silly Symphonies, Walt Disney souhaite voir les choses plus grand. Deux raisons à cela. La première, il souhaite créer un dessin animé de long métrage qui soit capable de rivaliser avec les films d'acteurs. Et la deuxième raison est purement économique. Un court métrage, peu importe son succès, ne rapportera jamais suffisamment d'argent. La recette est répartie proportionnellement au temps passé à l'écran, qu'importe donc le succès du court métrage. Mais si l'ensemble de la profession est persuadé qu'un long métrage de dessin animé est voué à l'échec, dur en effet de supporter les pitreries présentes dans les courts-métrages pendant plus d'une heure, Walt Disney lui sait exactement ce qu'il veut et il va se lancer dans l'adaptation d'un conte de fées, Blanche-Neige. On dit généralement que le travail sur ce film a débuté en 1934, tout simplement parce qu'un soir de février cette année-là, Walt Disney va convoquer l'ensemble de son équipe et ils vont vivre une soirée mémorable. Une fois bien installés dans l'auditorium, ils vont avoir la surprise de voir bondir sur scène Walt Disney, et il va se mettre à jouer la méchante reine, Blanche-Neige, le prince, mais également les 7 nains les uns après les autres. Il va en fait interpréter l'ensemble du film tel qu'il l'a dans la tête à ce moment-là, allant même jusqu'à pleurer lors de la mort de Blanche-Neige. Tous les animateurs vont être conquis, mais cet événement montre surtout à quel point le film était déjà bien avancé dans l'esprit de Walt Disney. Le film mettra, à partir de cette soirée-là, pratiquement 4 ans avant d'arriver au cinéma. Et pourtant, en novembre 1936, un an avant la sortie du film, rien n'a encore été tourné. Malgré un travail monumental de l'équipe qui ne cesse de s'agrandir, Disney trouve toujours à redire. Une musique qui ne lui convient pas, une pomme qui n'est pas assez rouge, Disney devient maniaque, odieux envers sa famille et envers l'équipe, et finira même par ne plus quitter le studio de jour comme de nuit. Et c'est finalement son frère et associé Roy Disney qui va devoir intervenir et pousser Walt Disney à prendre une pause plus que bienvenue pour lui, mais également pour son équipe. Roy Disney va également devoir faire face à un autre problème d'envergure. Le budget de base estimé pour Blanche-Neige est de 250 000 $, mais il ne cesse d'augmenter et approche à ce moment-là des 1,5 million de dollars. Leur banque, à qui ils doivent déjà beaucoup d'argent, refuse un nouveau crédit. Les Disney vont être dans l'obligation de montrer des rushs du film au directeur de la banque afin d'essayer de le convaincre. À la fin de cette séance privée et avant de quitter les studios, le directeur va leur dire « Ce film vous rapportera un argent fou ». Le crédit est accordé et la banque ne s'est pas trompée. Les studios alors vont devenir un véritable centre de formation pour tous les nouveaux animateurs qui seront sans cesse embauchés. Mais d'autres difficultés vont se présenter pendant la réalisation de ce film. Le premier souci rencontré va concerner la profondeur qu'il souhaite apporter au film. Jusqu'à maintenant, les animateurs superposent les cellulos, l'un avec le décor, l'autre avec les personnages, et prennent une photo, modifient ce qui a besoin d'être modifié, et prennent la seconde photo, et ainsi de suite. Mais avec ce procédé, très peu de profondeur, et donc pas l'effet réaliste recherché. Ils vont donc utiliser une nouvelle technologie, la caméra multiplane. Plusieurs planches de verre verticalement et horizontalement mobiles, avec tout en bas le décor, et tous les cellulos sur les autres planches. Et tout en haut, à plus de 4 mètres, la caméra. Afin de bien maîtriser cette technologie, ils vont commencer par créer une nouvelle Silly Symphony, qui, je le rappelle, sert à l'époque de laboratoire pour les animateurs. Il s'agit de la Silly Symphony Le Vieux Moulin, qui d'ailleurs remportera un Oscar du meilleur court-métrage d'animation. L'autre grand défi sera de rendre les personnages humains beaucoup plus réalistes. Et pour ce faire, ils n'hésiteront pas à faire venir dans les studios des acteurs, des danseurs, qui vont tour à tour interpréter les différentes scènes du film, ce sera filmé, et ainsi les animateurs pourront s'inspirer de ces images pour recréer d'une manière beaucoup plus réaliste les différents mouvements du corps humain présents dans le film.
Pendant la réalisation de ce film, les effectifs du studio vont augmenter de plus de 1000 personnes, et pendant les derniers mois de travail, ils vont dévouer leur nuit comme leur jour à Walt Disney et à son projet fou. Tous sont persuadés de faire partie d'une page incontournable de l'histoire du dessin animé. Et c'est finalement le 21 décembre 1937 que la première de Blanche-Neige et les 7 nains a lieu devant un parterre de célébrités. Les spectateurs vont rire aux blagues des 7 nains, vont avoir peur avec Blanche-Neige, mais dans la salle, Walt Disney lui n'est toujours pas détendu, et depuis près d'une heure il serre la main de son épouse. Mais vient enfin le moment de la mort de Blanche-Neige. Walt Disney peut enfin se détendre, il le sait, il a réussi. En effet, à ce moment-là, les spectateurs se mettent à pleurer avec les 7 nains. Et quand les lumières vont enfin se rallumer, Walt Disney, bouleversé, va vivre sa toute première standing ovation. Fort du succès de Blanche-Neige, Walt Disney va une nouvelle fois voir les choses encore plus grand et verser des arts pour un terrain de 2000 m² à Burbank, juste à côté des studios de la Columbia, de la Warner ou de Universal Films. Ils y déménageront en août 1939. Il y a cependant une ombre au tableau puisque pour les Oscars, Blanche-Neige ne sera nommée que dans la catégorie meilleure musique de film, qu'il ne rapportera d'ailleurs pas. Mais cette année-là, Disney va tout de même recevoir un Oscar d'honneur avec la mention suivante. Innovation indiscutable dans le domaine de la cinématographie, ayant charmé des millions de spectateurs et ayant ouvert au cinéma de vastes perspectives. Cet Oscar ne fera pas vraiment plaisir à Walt Disney, puisque pour lui ce n'est tout simplement pas un vrai Oscar. Il faudra attendre 1992 pour qu'un premier long métrage d'animation arrive dans la catégorie Oscar du meilleur film. Il s'agit du film La Belle et la Bête. Mais à ce jour, aucun film d'animation n'a jamais remporté ce titre. Pour remporter le premier vrai Oscar, il faudra attendre le deuxième film des studios Walt Disney, sorti en février 1940, Pinocchio. L'accueil sur ce film sera plutôt enthousiaste. Malheureusement, le succès commercial, lui, ne sera pas tout de suite au rendez-vous. La guerre a commencé depuis 5 mois en Europe, réduisant de moitié les recettes. Pinocchio sera très rapidement suivi par la sortie de Fantasia. Disney voulait remettre en lumière sa mascotte, Mickey Mouse, qui perdait un peu en popularité par rapport à Donald et à ses amis. Avec Fantasia, il crée un film atypique et déroutant qui malheureusement n'arrivera pas à convaincre ses spectateurs. Après les années d'effervescence et de succès, viennent celles plus sombres des soucis financiers, des diminutions de salaire et d'effectifs. Vient également le temps des syndicats et des grèves. Walt Disney en est persuadé, jamais les grèves qui déferlent depuis 1935 n'arriveront dans son studio, dans sa seconde famille. C'était sans compter sur son côté tyrannique, sur les différences de salaire entre les animateurs et sur le nombre d'heures de travail de chaque employé. Le 9 mai 1941, il va découvrir devant ses studios un piquet de grève, et certains de ses meilleurs animateurs en font partie. Walt Disney va entrer dans une rage folle, et va tenir des propos très violents devant ses employés. Cette année-là, le monde entier découvre la face sombre du roi du divertissement. Roy Disney en a conscience, il doit une nouvelle fois écarter son frère s'il veut pouvoir négocier avec les grévistes et surtout empêcher la fermeture des studios. Et une belle opportunité va se présenter quand on propose à Walt Disney de représenter les États-Unis en Amérique du Sud. Si depuis pas mal d'années maintenant la société porte le nom unique de Walt Disney, il est quand même important de rappeler que sans Roy Disney, le frère aîné, la société aurait très probablement mis la clé sous la porte depuis de nombreuses années. À son retour de tournée, quelque chose s'est quand même brisé en Walt Disney et il est toujours furieux envers ses employés, mais également envers son frère. Il va petit à petit prendre de la distance envers les studios, pénalisant parfois les films et retardant leur sortie. Par exemple, La Belle au bois dormant mettra 6 ans à sortir et recevra à ce moment-là un accueil sans enthousiasme. En fait, depuis son retour, Walt Disney s'évade grâce à sa passion pour les trains miniatures. Et ce sera le point de départ pour un projet qu'il avait mis en pause depuis de nombreuses années. Un gigantesque projet qu'un petit train délimitera. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.